reprendre La forêt des disparus de Olivier Bade. Chapitre 10. Lorraine. 16 avril 2011. Émilie Bellette, ce n'était plus un simple nom. C'est désormais une photo, un visage que je tiens entre les mains. Cette nuit, nous avons pu récupérer un cliché de la jeune femme sur les réseaux sociaux, l'avons agrandi et avons lancé une centaine d'impressions. Ses cheveux coupés au carré, les tempes rasées très courts. Ses 3 boucles d'oreilles, ses yeux marron clair, son tatouage dans le cou, son sourire un peu brisé. Tandis que je termine de distribuer les affiches aux habitants devant le bureau du shérif, je regarde son portrait et ça me fend le cœur de penser à cette gamine. Les battues pour la chercher vont bientôt commencer. Jerry a décidé d'attendre encore un peu avant de prévenir la famille. Pour lui, il reste de l'espoir. Il y croit jusqu'au bout. C'est ce qui lui permet de tenir le coup, malgré les années et les affaires qui s'accumulent. Y croire à fond et puis ensuite, tout aussi sec, savoir tourner la page. Jerry a toujours été comme ça, une force de la nature, un homme aussi optimiste que solaire. C'est comme si tout en lui transpirait cette détermination hors norme. Ses yeux bleu acier qui vous transpercent, sa mâchoire carrée, ses joues rigolardes, sa barbe blanche qui conserve quelques rares reflets blonds. Même sa bedaine, sur laquelle je le charrie souvent, lui donne un côté rassurant. Et ce sourire, cette bonhomie qui ne le quitte jamais. Entendre Jerry éclater de rire, c'est se dire que le monde ne tourne pas si mal. Le shérif a toujours été bien plus que mon supérieur. Avec les années, il est devenu un ami, un père, toujours là quand j'ai besoin de lui. Le plus étonnant avec lui, c'est qu'il est comme ça avec tous les habitants de Redwoods. Une générosité sans borne. C'est un roc pour nous tous. Autour de moi, ça s'agite. Une scène vécue tant de fois. Il y a toujours les mêmes thermos de café, les mêmes gilets de couleur, les bâtons de marche, les grosses chaussures de randonnée, encore couvertes de la boue séchée des dernières battues. Bientôt, ils monteront dans leur véhicule et rouleront vers la forêt en suivant les indications millimétrées du shérif. En attendant, ça papote, ça échange des nouvelles, ça va même jusqu'à rire. Comment leur en vouloir? Ils font ça parce qu'ils l'ont toujours fait, même s'ils ont cessé d'y croire depuis longtemps. Année après année, il y a de moins en moins de volontaires. Ce matin, je reconnais quelques anciens qui sont toujours au rendez-vous, car ces battues rendent leur journée moins interminable. Des camarades de chasse de Jerry aussi, fidèles parmi les fidèles. Quelques femmes au foyer de Redwoods, enfin, pour qui les battues sont une occasion de faire un peu d'exercice tout en se donnant une bonne cause. Une quinzaine de personnes, tout au plus, prêtes à affronter la pluie, la boue, les pentes glissantes, les branches qui fouettent le visage. Je rejoins Jerry et lui explique que, plutôt que de participer à la battue, je préfère continuer à creuser la piste du type qu'aurait croisé Émilie avant de disparaître. Tu fais comme tu veux, Lorraine, mais je pense que tu perds ton temps, me répond-il avant de retourner aux préparatifs. Il n'insiste pas, il me connaît, il sait que je cherche surtout une bonne excuse pour ne pas les accompagner. Car ils ne trouveront rien, j'en suis persuadée. Et si je me joins à eux, ça me rendra dingue. Dans son carnet, Bennett faisait mention d'une épicerie où elle serait réapprovisionnée avant de rencontrer l'homme qui l'orientait vers le village effondré. J'ai vérifié sur la carte. Dans la zone du refuge, il n'y a que la supérette de Lee's Market, à la sortie de Redwood, sur la 101, et le Wolf Creek Country Store. Je pencherai plutôt pour ce dernier plus excentré, qui est sur la route de plusieurs sentiers de randonnée. C'est cette boutique que je compte aller visiter en premier. Il fait frais aujourd'hui. Des nuages bas, cotonneux, s'accrochent au relief de la forêt. Tandis que j'observe dans le rétroviseur la trouée dans la ville disparaître entre les troncs d'arbres, mon attention est attirée par l'image qui se reflète sur le bord gauche du miroir. Ce visage que je connais si bien, et qui pourtant m'est devenu étranger. J'ai de plus en plus fréquemment cette sensation, tomber sur mon reflet et ne pas me reconnaître tout de suite. L'impression d'être face à une autre. Cette femme n'est pas celle que je suis, celle que je crois être. Des cheveux blancs commencent à consteller mes tempes et, bientôt, joueront à armes égales avec mes dernières mèches brunes. Je tente d'ordonner le tout en ramenant ma tignesse en un chignon hasardeux. Mon visage s'est endurci. Des pattes d'oie strient le coin de mes yeux. Avant, je n'avais pas non plus ces rides sur les joues, cicatrices horizontales barrant mon visage, comme si je gardais la mâchoire serrée tout le temps. Parfois, sans même m'en rendre compte, je grince des dents.
Alex avait l'habitude de me répéter quand il me surprenait en train de détailler dans un miroir les dégradations du temps sur mon visage. Tu ne changeras jamais pour moi, ma petite maman. Comme j'aurais aimé pouvoir le croire. Je me gare sur le parking du Wolf Creek Country Store. Curiosité locale, ce commerce atypique est prisé des photographes et des touristes. Il y a un goût d'authentique et une note de surannée. À ma droite est abandonnée là depuis des lustres, semble-t-il, une vieille charrette à roues dévorée par l'humidité, au cerclage en fer rouillé, tenant péniblement par 2 ou 3 rayons. Sa bâche de toile jaunie est éventrée. Je m'avance vers le commerce. C'est un bâtiment en bois, dont la partie supérieure a été peinte en blanc. Sur la devanture, des publicités pour des cigarettes Montclair et Seneca affichent des prix depuis longtemps obsolètes. Au-dessus de la porte d'entrée, tout autour du large panneau Wolf Creek Country Store, peint en lettrine Far West, un étrange bric-à-brac d'objets a été cloué sur la façade. Un fusil, une scie, des pinces en métal, une poêle rouillée, une lanterne. On voit à peine à travers les vitres du bâtiment, couvertes de suie. Je gravis les quelques marches menant à l'entrée du magasin. Sur la porte, un écriteau annonce la couleur. Pas de t-shirt, pas de chaussures, pas de liquide, pas de service. Une clochette lâche un ding-dong anémique. À l'intérieur, ça sent le renfermé et la sueur acide. Dans les 40 mètres carrés de l'échoppe, quelques rayonnages pour la plupart couverts de boîtes de conserve. Au fond, des étagères remplies de bouteilles d'alcool. Sur la droite, un long comptoir encadré par 2 présentoirs chargés de cartes postales jaunies. Au-dessus, posés sur une planche de bois, 2 animaux empaillés, un renard et un coyote, en partie bouffés par les mythes. Sur le comptoir en lino blanc, des cafards disparaissent à mon approche dans une vitrine de donuts desséchés. Il n'y a personne. Une télé grésille au-dessus du comptoir, laissant tourner en sourdine un match de football américain. J'appelle. Allez, 1 minute, j'arrive, me répond une voix masculine provenant de l'arrière-boutique. C'est White, le gérant, âgé d'une 40aine d'années, le crâne rasé, suintant, étrangement anguleux sur le haut. Il est vêtu d'un marcel blanc et d'un jean retenu par d'épaisses bretelles marron. Son t-shirt est moucheté de taches de graisse. Dès qu'il me reconnaît, ses traits se tendent. Les gars qui vivent dans la forêt sont souvent les plus durs à interroger. Même s'ils n'ont rien à se reprocher, ils restent toujours sur leur garde. Ils préfèrent ne rien dire plutôt qu'en dire trop, car il y a toujours des petites magouilles en cours quelque part. Pièces de véhicules volés, braconnage, alambics planqués, quelques plants d'herbe dissimulés au cœur de la forêt. Ça a toujours été comme ça. Voir un flic entrer dans son échoppe, ce n'est pas très bon signe pour lui. Et à sa façon de me regarder, il ne s'en cache pas non plus. White s'essuie les avant-bras le long de son pantalon et me lâche dans un sourire forcé. Mais, salut Lorraine, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis un peu pressé là, j'ai du boulot à l'arrière. Une glacière vient de me planter. L'homme a une voix un peu aiguë, stridente, et désaccord avec son corps massif. La glacière attendra, White. Dis-moi, est-ce que tu as vu passer une randonneuse il y a 2 ou 3 jours? Bah, je sais plus trop, hein. C'est calme en ce moment. Une jeune femme, dans la vingtaine. Elle venait du refuge. Elle a peut-être fait quelques courses chez toi. Ouais, maintenant que tu le dis, ça me revient. Mignonne en plus. Elle m'a acheté quelques conserves et une bouteille d'eau. Pas de quoi me payer une piscine non plus, hein. Est-ce que tu l'as vu parler à un homme, avant ou après ta rencontre? Je crois pas, non. Elle était seule, comme souvent. Pourquoi? Elle a disparu, la gamine? Oui, c'est possible. Putain, ça ne s'arrêtera jamais. La forêt prend. Je connais le refrain, White. Alors, tu l'as vue avec quelqu'un? Non, personne. Et tu as d'autres clients aux mêmes heures, avant ou après sa visite? Nope. Ses ongles grattent le rebord du comptoir. Il sait quelque chose. Fais un effort, White. Tu n'as pas envie, j'imagine, que je demande au service d'hygiène de venir faire un contrôle dans tes stocks. White jette un œil gêné vers la réserve. Laisse-moi réfléchir un peu. Il y a 2 jours, tu dis? Ouais, quelqu'un est bien venu papoter avec moi, mais bon,
Qui? William Sanders. Le garde forestier? Ouais, il vient souvent me saluer quand il effectue ses rondes. Il me demande si j'ai vu des randonneurs, dans quelle direction ils allaient. Ce jour-là, il est passé pas longtemps après la fille, je crois. Je lui ai parlé d'elle et basta. William, va falloir qu'on ait une discussion tous les deux. Chapitre 11. Paul, 16 avril 2011. La maman a insisté et, évidemment, j'ai cédé. J'ai trouvé l'adresse des bureaux de l'Union Gazette sur Internet, je l'ai notée sur un papier. Discrètement, j'en ai relevé une autre aussi, celle du domicile de la gamine. J'ai fait promettre à Charlie de rester planqué dans la cabane, de ne pas mettre le nez dehors. Pendant ce temps, je me suis rendu dans le centre de Redwoods. Mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est qu'après ma visite au journaliste, je compte bien faire un tour chez son père pour le prévenir. Je ne vais pas garder cette môme chez moi éternellement. Elle ne m'attirerait que des ennuis. Et qui sait, peut-être qu'elle est mythomane, peut-être qu'elle s'est tout inventée pour foutre le camp de chez elle. Chacun ses problèmes. Je me gare sur le parking en front de mer. Ce matin, l'océan déchaîné envoie des déferlantes s'exploser sur la grève, le long de la promenade d'Ocean View. Les marins créent une bruine fine qui trempe mon pare-brise en quelques secondes. En marchant jusqu'au centre-ville, je passe devant la place où se trouve un petit kiosque peint en rouge, entouré de bosquets de fleurs desséchées. Je m'attarde un peu devant un panneau décrivant le passé historique de Redwoods. Le centre-ville compte 2 rues parallèles qui longent l'océan. C'est ici que la bourgade a pris son essor au début du XXe siècle. L'ancien port de pêche est devenu un comptoir commercial vendant du bois dans toute la région, parfois même jusqu'à San Francisco. Il reste encore sur la promenade de longs quais et des digues aménagées pour les immenses navires qui venaient alors se charger de troncs. On peut ressentir la richesse perdue de la ville à travers une vingtaine de bâtisses aux façades victoriennes fraîchement restaurées. De charmantes échoppes avec des tourelles décoratives, des galeries à l'étage, des ornementations partout, sur les balcons, les corniches. Les motifs utilisés pour la décoration des façades sont toujours les mêmes. Des feuilles, des branches, mais aussi des gravures de coquillages et de vagues. Ici, c'est un porche en fer forgé qui reproduit un tronc d'arbre et un feuillage complexe. Là, un vitrail qui figure l'ondulation des vagues. L'océan et la forêt s'invitent partout, jusque dans le moindre détail. Certains de ces bâtiments ont, l'air, ont des airs de gâteaux dégoulinants dont ils sont chargés. On passe d'une façade bleu ciel à une autre rose pastel. À la haute saison, c'est un passage obligé pour les touristes visitant l'Oregon. On s'arrête, on boit un café en terrasse, on fait quelques photos devant le kiosque et on reprend sa route. Mais en ce jour gris et terne, il se dégage de ce paysage une drôle de sensation. Peut-être est-ce dû à la rénovation récente, mais on se croirait un peu devant des décors, des trompe-l'œil. Cette rue, ces commerces, ces passants même qui se saluent de la main, tout sonne faux. Je jette un coup d'œil à l'une des boutiques, Eggs Souvenirs. En vitrine sont exposées des reproductions du phare de la ville, des posters, quelques peintures, mais sur le côté, un pan entier est dédié aux disparus de Redwoods. Des porte-clés, des mugs, des casquettes. Les commerçants vendent même des t-shirts et sweats portant des inscriptions racoleuses ou d'un humour douteux. J'ai survécu à Redwoods, la forêt des disparus. J'ai envoyé ma belle-mère dans la forêt des disparus. Plus qu'une simple superstition, c'est un véritable business. J'arrive devant le 42. C'est ici que se trouve l'antenne locale de l'Union Gazette. Je monte à l'étage. La porte est ouverte. À l'intérieur, c'est un capharnaüm de cartons, de dossiers, de piles de journaux en équilibre précaire. Il n'y a qu'un bureau, avec un ordinateur antidéluvien. Une tête se hisse de derrière l'écran. Un jeune gars apparaît. Il a un drôle de visage, tout en longueur, comme s'il avait été déformé par un étau, avec une mâchoire étirée, un front interminable. D'épais sourcils le couvrent de petits yeux bleus pétillants. Pour compléter le tableau, ses oreilles décollées et ses cheveux noirs ébouriffés en amas d'épis désordonnés laissent imaginer
que le jeune homme ne doit pas être plus grand tombeur de Redwoods. Il porte une chemisette blanche, un peu jaunie au col, et le traditionnel gilet kaki du photographe, couvert de poches, toutes plus inutiles les unes que les autres. Une parodie. On dirait moi dans mes jeunes années. Si c'est pour déposer une annonce, c'est le mercredi et le jeudi, pas les autres jours. Je suis occupée là. Non, c'est pour autre chose. Je me présente. Je m'appelle Paul Green. J'habite dans le coin et je voudrais en apprendre un peu plus sur les disparus de Redwoods. Le jeune homme replace une mèche folle et s'avance vers moi, un stylo mordillé dans la bouche. Ce n'est pas une bibliothèque ici. Le gars s'apprête à me mettre dehors quand quelque chose change. Il me dévisage. Paul Green, vous dites. Le Paul Green? Oh, je reconnais votre visage maintenant. Pardon? Vous êtes le journaliste qui a révélé l'affaire Mike Stills? Oui, c'est moi, mais c'était il y a longtemps, dans une autre vie. Ah, mais bon sang, entrez, je vous en prie. Moi, c'est Alvin Dixon. Je suis si honorée. Vous êtes une putain des gens, Green. 11 ans d'enquête, vous avez failli en crever, non? Vous vous êtes pris 4 balles dans le bide, c'est ça? Non, 3. Vous étiez notre idole sur les bancs de la fac de journalisme. C'est vrai que vous avez refusé de recevoir le prix du Pulitzer? Oui, c'est vrai. Le gamin a bonne mémoire, comme si ce monde n'était pas assez cynique. Fin 2006, j'avais reçu un coup de fil du comité du prix Pulitzer. Il voulait me remettre le prix du journalisme d'investigation pour mon travail sur l'enquête Mike Stills. S'il savait, me remettre un prix, à moi, alors qu'on m'avait plus souvent traité de fouille merde que de grand reporter. J'ai jamais été un saint. Au contraire, tout ce que j'ai fait pour les gamins Stills à l'époque, c'était surtout pour me racheter. Crevure un jour, crevure toujours. Et on voulait me décerner le Pulitzer. J'ai jamais été récupérer ce foutu prix, évidemment. Des types, 2 à 3 fois, sont aussi venus chez moi pour que je réponde à une interview. Je sais pas comment ils m'avaient retrouvé. J'ai toujours refusé tout ça. C'est derrière moi. C'est pourquoi je me refuse à regarder la télévision ou aller sur Internet pour savoir ce que deviennent Noah et Eva Stills. Même si parfois ça me tiraille, je ne craque pas. Tant que je ne sais pas, ça veut peut-être dire que rien de grave ne leur arrive. Fermez les yeux, toujours. Mon nouveau mantra. Dixon en transe reprend. Non mais quelle classe! Vous avez bien raison. Qu'ils aillent se faire foutre de ces journalistes de grande ville. C'est ici que le vrai boulot se passe, pas vrai? Mais c'est pour ça que je suis là. J'aurais pu aller dans un grand canard régional, à Portland, ou même à Salem, mais j'ai préféré rester dans ma ville natale. Je finirai bien par dégoter un super scoop. Un scoop? Il y a longtemps que je n'avais pas entendu ça. J'observe les gamins qui continuent à fanfaronner en me montrant certains de ces articles. Je les connais par cœur, les types comme toi, Alvin. Je suis sortie du même moule. On se convainc comme quoi qu'on n'a pas foiré sa vie, qu'on a encore le contrôle. En plissant bien les yeux, on parvient même à y croire. Bien. Vous voulez m'aider, Alvin? Oui, bien sûr. Dites, vous êtes sur un nouveau coup, on pourrait bosser en tandem. Ah, je vois déjà les titres en une, le vieux loup et les jeunes prodiges. Non, j'ai pris ma retraite. C'est juste par curiosité. Vous voulez bien me parler des disparus de Redwoods? Oh là, vous vous lancez dans un drôle de truc là. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. S'ensuit un long monologue où le journaliste revient sur les différents cas de disparition des dernières années. Je comprends, en creux, que l'affaire des disparus avec le temps ne passionne plus grand monde. C'est dans l'ordre des choses. Ça fait bien longtemps que l'Union Gazette n'a pas consacré sa couverture à une disparition, précise Alvin. J'ai beau tenter de lui expliquer qu'à chaque fois on parle d'une vie qui s'évapore, de familles qui ne pourront jamais faire leur deuil, le gamin me répond d'un laconique. Ça reste dur réchauffé. Je ne vais pas raconter la même histoire tous les 6 mois. Tout le monde s'en fout. En plus, ce ne sont pas des gens du coin. Des gens du coin. Alors qu'il termine son exposé, je demande au jeune journaliste s'il peut me prêter quelques exemplaires contenant des articles traitant de disparus. Il s'absente quelques minutes
et revient avec un carton débordant de journaux. Et encore, je n'ai que les 20 dernières années archivées ici. Si vous voulez le reste, il faudra vous rendre à la rédaction de Brookings. Ici, je suis seule à gérer l'antenne locale. Merci, Alvin. Au fait, il n'y a pas eu une nouvelle disparition récemment? Comment êtes-vous au courant? Ça vient à peine de tomber. Il ne faudrait pas éveiller les soupçons. Je botte en touche. Oh, ça doit être l'instinct du vieux loup. Ah ouais, sûr. En effet, je terminais un article et m'apprêtais à me rendre au bureau des shérifs, justement. Il lance les recherches. Il s'agirait d'une randonneuse de 24 ans, une dénommée... attendez une seconde... Emily Bennett. Je note le nom sur mon vieux calepin corné que j'ai retrouvé. Ce geste anodin fait remonter tout un pan de mon passé. Interroger les gens, prendre des notes, observer, fouiller toujours plus profond. Et dire que je pensais que tout cela était derrière moi. Il n'y a pas eu d'autres disparitions ces dernières 48 heures? Non, pourquoi? Juste comme ça. Hein. Je remercie le jeune journaliste, lui promets de lui rendre rapidement ses archives et quitte le bureau. Direction le nord de la ville, sur Myrtle Road, où habitent Charlie et son père. Un quartier pauvre en bordure de forêt. Je ralentis, me gare à une trentaine de mètres de la maison, j'attrape mon appareil photo, le dépoussière un peu, règle le téléobjectif. Des réflexes d'un autre temps qui me reviennent. Une baraque brinque-ballante. Sur le côté, 2 pick-up ont été complètement désossés. Autour des carcasses, le sol est jonché de morceaux de carrosserie et de pneus. L'accès au garage de la maison est obstrué par un amoncellement de palettes, de plaques de tôle de tapis usés. William Sanders, le père de Charlie, apparaît sur le perron. Il tient un pack de bière à la main. De l'autre, il a un téléphone collé à l'oreille. Il semble énervé. Il fait des grands gestes. Il recroche son téléphone, le jette au sol et donne un coup de poing dans la façade de sa maison. Il chancelle un peu, s'appuie sur la rambarde et se laisse choir dans un canapé rapiécé. Je l'observe. Le type est assez maigre. Le visage sec, buriné. Il s'ouvre une canette, la vide d'un trait, la broie d'une seule main, s'essuie les lèvres avec sa manche. J'ai l'impression qu'il se parle à lui-même. Il est complètement ivre. C'est incompréhensible. Sa fille s'est volatilisée et le bonhomme reste là à se saouler la gueule. En plus, il est l'un des gardes forestiers de la ville et il connaît la forêt comme sa poche. Il devrait être là-bas, à l'arpenter, à la recherche de sa gamine. Il aurait dû prévenir la police, car il sait bien ce qui se passe parfois dans ces bois. Mais non, il reste là, à enchaîner les bières. En faisant démarrer la voiture, j'aperçois un véhicule du shérif qui s'approche. C'est l'une des adjoints, Lorraine. Lorsque nos regards se croisent, je baisse les yeux. Je vois dans le rétroviseur qu'elle se gare devant la maison de Sanders. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sanders cache quelque chose, c'est certain. Chapitre 12. Lorraine, 16 avril 2011. Tout en me dirigeant vers le domicile de Sanders, je réfléchis à ce que m'a dit White. Le garde forestier, avec qui j'ai l'habitude de bosser depuis des années, pourrait donc être l'homme qui a parlé à Emily. William est un type taiseux, mais je le vois difficilement faire du mal à une gamine. C'est un gars de la région, pas de conclusion hâtive. En arrivant chez Sanders, je croise l'étranger dans sa vieille guimbarde. Que fabrique-t-il par ici? Jerry me répète souvent que je suis trop paranoïaque. Et il a raison. L'étranger a encore le droit de rouler dans Redwoods, que je sache. Sanders est sur le perron, avachi sur un canapé. Les yeux mi-clos, une cigarette au bec, il marmonne des paroles confuses et ne s'est pas rendu compte de ma présence. Son visage est émacié, serti dans une barbe de 3 jours. Il a le teint cireux. Ses cheveux trop gras sont rassemblés derrière les oreilles. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Comme si ce type, pourtant à peine âgé de 40 ans, avait vieilli prématurément. William ne s'est jamais remis du décès de sa femme, Abigail, il y a 2 ans. Depuis, il navigue à vue. Tout le monde sait qu'il abuse de la bouteille et qu'il ne s'occupe pas de sa fille. Mais ici, on évite de trop se mêler de la vie des autres. J'ai pu, putain, qu'est-ce que je dois faire?
Et si elle revenait pas, ma faute, balbutie-t-il. Je remarque deux entailles sur son cou, des griffures, à ses pieds des canettes de bière broyées. Le type est fin saoul, alors qu'il est à peine 11 heures du matin. Pour l'extirper de sa torpeur, je donne un coup de pied sur le canapé. William, qu'est-ce que tu fabriques? T'es dans un sale état. Il ne me répond pas et s'allume une cigarette avec des gestes lents. Il faut que je le fasse dessouler. J'entre chez lui, dans la cuisine. Je trouve une casserole la remplie d'eau froide. J'attrape des glaçons dans le congélateur et les plonge dans l'eau. Avant de ressortir, je remarque sur une desserte quelques photos de William avec sa femme et leur fille. Sur les clichés des sourires, des étreintes, un bonheur passé, révolu. Je reviens dehors, tends la casserole et lui demande de plonger la tête dedans. Il refuse. Pas le choix. Je lui la vide sur le crâne. Ah, mais ça va pas, Lorraine! Hurle-t-il d'une voix caverneuse, après être levé en sursaut. J'ai besoin de te parler, et ça ne peut pas attendre. Il y a 2 jours, as-tu croisé la randonneuse qui a disparu, Emily Bennett? Il se redresse, s'essuie le visage avec un pan de sa chemise. Non, je crois pas, non. Joue pas au con, William. La jeune femme a noté dans son carnet qu'elle avait causé avec un gars du coin. Et White de l'épicerie vient de me confirmer que tu es passé dans sa boutique juste après la fille. Ouais, bon, d'accord, concède-t-il, après être administré quelques petites claques pour se réveiller. Ouais, je vais causer. C'est mon putain de boulot, non? Je suis garde forestier. Je dois me charger de la sécurité des randonneurs. Je vais juste demander où elle allait. Je sais que tu as parlé du village effondré. Pourquoi? Il prend sa tête entre ses mains. Pourquoi, William? Je sais plus, moi. Vous voulez savoir s'il y avait des lieux un peu effrayants dans le coin pour faire des photos. J'ai voulu être sympa. Je vais juste donner le chemin à suivre. Mais tu sais que c'est un endroit interdit, que c'est dangereux d'aller là-bas. Et pourquoi n'as-tu rien dit quand tu as appris qu'elle avait disparu? Tu aurais dû nous en parler. J'ai eu peur, voilà. Je fais une bourde. C'est moi qui lui ai parlé de cet endroit. Et en apprenant qu'elle avait disparu, je me suis dit qu'elle avait peut-être eu un accident. Je pensais que si ça remontait jusqu'à moi, je serais dans la merde. Et c'est le cas. Tu as déjà parlé avec d'autres disparus avant qu'ils ne se volatilisent, William? Non, c'est la première fois. C'est un hasard, Lorraine, je te jure. Assène-t-il, le regard un peu fuyant. Je vais être obligée de t'arrêter, William. Jerry et moi allons devoir t'interroger. Si tu as quelque chose à dire, fais-le maintenant. On peut peut-être encore la sauver, la gamine. J'ai rien fait, Lorraine. Je sais pas où est cette fille, là. J'ai eu d'autres trucs à régler, des choses importantes. De quoi tu parles? Où est Charlie, d'ailleurs? On est samedi, elle devrait être ici, non? Il reste silencieux. Qu'est-ce qui se passe, William? Tu peux me parler? Non, je peux pas, marmonne-t-il en ouvrant une autre canette. C'est compliqué, putain. Tout s'embrouille, là, j'en peux plus, je te jure. C'est Charlie. Elle a disparu, elle aussi, depuis hier, là. Je sais pas où elle est. Charlie a l'habitude de la forêt, non? Elle y passe sa vie. Tu ne penses pas qu'elle a simplement fugué? Elle en a bavé ces derniers temps, comme toi. Elle a pas fugué, je sais. Cette fois-ci, c'est différent. J'ai besoin de ton aide, Lorraine. Faut que tu me promettes, tu vas la retrouver. Je vais tout faire pour. Mais pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt? J'ai bien raison. Je tiens plus, je réussis pas à me dire que c'est ma môme. Dehors, en danger. Bon sang, une deuxième disparue. Et une fille de la région, cette fois. Une gamine en plus. On s'enfonce d'heure en heure. Deuxième partie, l'arbre rouge. Si tu quittes Redwoods, de ses branches, ses bras, l'arbre rouge là-bas, à lui t'attirera. Contine de Redwoods, deuxième couplet, vers 1940. Chapitre 13. Nicolas Kellen, 11 juillet 1889. Depuis 2 jours, il pue sans discontinuer et il vante la peau du diable. Ces signes me sont familiers. L'été sera humide et l'automne arrivera tôt. C'est de bien mauvais augure, je crains que nos quelques acres de terre ne donnent hier. Le maïs, déjà, a l'air trop sec. J'ai beau diriger cette communauté et jouir de certains privilèges, le cellier de notre maisonnée semble déjà désespérément vide. Il ne nous reste que 18 pauvres boisseaux de pommes de terre et quelques sacs de farine de blé dur. Chaque jour qui passe, la situation devient de plus en plus préoccupante. Certains colons,
Parmi les derniers, à nous, savoir rejoint, parle de quitter Redwoods. Un vent de front se lève. La terre ne donnerait plus, selon eux. Bivesé. Nous savons, mes camarades et moi-même, comment y remédier. Nous l'avons toujours fait, nous le ferons de nouveau. Dans un coin de la pièce, des gouttes d'eau viennent cliqueter dans une jarre. L'averse a traversé le toit malgré la consolidation faite au premier jour du printemps. Les branchages griffent la vitre de ma fenêtre. La lune est haute. Le moment est venu. C'est ce soir qu'il me faut l'initier. J'ouvre la porte de mon bureau et le cherche du regard. Il demeure là-bas, un peu à l'écart de ses frères, comme toujours. Ceux-ci jouent aux osselets dans un coin de la pièce qui nous sert à la fois de salon et de cuisine. Mes filles et ma femme, quant à elles, découpent quelques légumes faméliques sur la table à manger. Enrique, viens ici. Mon plus jeune fils dépose ses jouets en bois dans un coin, lève un œil inquiet vers moi. Il n'a pas l'habitude que je l'invite dans mon bureau. Aucun de mes enfants, normalement, n'en a l'autorisation. À leur tour, ses frères nous jettent des regards intrigués. Ils se demandent ce qui se trame. Car eux ne savent pas. Je n'en aurais jamais parlé. Ils n'ont point été choisis. Ils n'en avaient pas la carrure. À l'inverse, je discerne en Enrique de la force, de la détermination, une forme de rage même. Je tourne à peine la tête vers eux, qu'ils retournent à leurs activités. Ils connaissent et respectent les règles. Ne jamais me fixer du regard ni me contredire. Se contenter d'écouter et d'apprendre. Enrique époussette le pantalon, puis s'avance vers moi, les mains dans le dos, le menton haut. C'est ainsi que je leur ai appris à se tenir. Toujours digne et fier. Car ici, sur nos terres, on ne courbe pas les chiens. Oui, père. Rentre. Installe-toi sur ce fauteuil. Je dois te parler. Il exécute. Je replace une bûche dans la cheminée et m'installe face à lui. L'enfant triture la broderie de son gilet, mal à l'aise. C'est au sujet de la leçon avec la maîtresse. Mère vous a raconté que j'avais eu une mauvaise note. Mais j'ai déjà été punie pour ça. Non, absolument pas. Tu aimes les histoires, Enrique? Les histoires? Les contes, les fables? Oui, bien entendu. Mère nous en raconte parfois avant de nous endormir. Eh bien, à mon tour de te conter une histoire, la plus belle et la plus tragique à la fois. Cette histoire, c'est la nôtre, celle de la forêt de Redwoods. Se penche en avant, intrigué, ses petits poings serrés sur ses genoux. Enrique, sais-tu que notre forêt est vivante? Chapitre 14. Charlie, 16 avril 2011. Je sais bien que c'est un cauchemar, que je suis en train de dormir dans la cabane de Paul. Mon esprit est simplement en train de rejouer tout ce que j'ai vu. J'aimerais pouvoir me réveiller. Je n'ai pas envie de revivre ça, pas encore. Je suis de retour dans la forêt, cachée non loin du grand séquoia. L'arbre immense se dresse au-dessus de moi. J'ai presque l'impression qu'il m'écrase. Son tronc est encore plus rouge que dans mes souvenirs. Ai-je du sang ou de la sève qui coule entre les fissures de l'écorce? Je suis allongée dans les hautes herbes. Il n'y a plus de bruit. Il est là pourtant. Je le cherche à travers le feuillage. Il m'apparaît enfin, juste à quelques mètres. Il ne bouge pas. Aussi immobile qu'une statue, son arme pointée sur moi, et ce masque horrible qui me dévisage. Tandis que je tente de m'enfuir, il se lance à ma poursuite, la respiration haletante juste derrière moi. Il y a de la rage en lui, et autre chose aussi. Une forme d'excitation. Je cours, saute par-dessus les énormes racines du séquoia qui se tordent comme des boyaux. J'ai le souffle court et hurle à m'en arracher la gorge pour que quelqu'un vienne à mon secours. Mais il n'y a personne d'autre ici. Nous sommes seuls, lui et moi, dans cette forêt infinie. J'ai tellement peur de me retourner, de tomber. Au bord du canyon, je m'arrête net. Des gravillons dévalent une pente raide de 10 mètres et plongent dans le ruisseau. Je suis piégée, mais cherche une issue en longeant le ravin. Je repense à ces images que j'ai vues à la télévision avec mon père, celles d'une biche acculée par des chasseurs. Ses grands yeux effrayés, ses naseaux qui soufflaient, elle savait qu'elle vivait ses derniers instants. Cet animal à l'agonie,
C'est moi. J'implore. Pitié! Pitié! Je ne sais même pas pourquoi ce sont ces mots-là qui sortent de ma bouche. J'entends un coup qui fend l'air et ressens aussitôt une douleur terrible dans le bras droit. Il m'a attaqué. Comme si le temps s'arrêtait, je regarde le tissu de ma veste en jean déchiré et trébuche. Sa silhouette démente s'étire au-dessus de moi et semble absorber toute la lumière. Son horrible masque m'apparaît. Il porte une cagoule marron rapiécée. Elle est parcourue de grands traits rouges verticaux qui se rejoignent et se séparent. On dirait des coulées de sang brodé. L'homme rouge soulève de nouveau son arme. Les traits de son masque se déforment comme si sa bouche pourpre s'ouvrait grande pour m'avaler moi et le monde entier avec. Je n'ai d'autre choix que de me laisser rouler sur le côté et de chuter dans le ravin. Ma tête, mes bras, mes jambes encaissent des chocs, mais je m'en sors. Me voilà tout en bas. Il est au-dessus, me fixe en silence. Puis lentement il écarte les bras, balance sa tête en arrière et lâche un cri grave et profond, un cri de bête. Sa plainte s'étire et emplit tout le canyon. Il veut me faire peur, il aime ça, la traque. Alors il commence à descendre, je comprends que j'ai une chance, une infime chance de m'en sortir. Je connais ce canyon comme ma poche, c'est un avantage. Je suis ici chez moi. Il ne m'aura pas, il faut y croire. Je cours, ma main gauche serrée contre ma blessure. Mes baskets pleines de terre s'enfoncent dans les filets d'eau qui constellent le canyon. Je grimpe sur des troncs ou me faufile dessous. Je me retourne, l'homme rouge est là, à une quinzaine de mètres derrière moi. Un nouveau cri déchire mes tympans. Je tombe, tête la première dans l'eau glacée. Je me relève, il n'est plus très loin. À un coup du canyon, je dois me décider. Il court trop vite pour moi. Il finira par me rattraper. Un souvenir me revient. Nous jouions ici à cache-cache, maman et moi. En passant mes mains le long des falaises, à travers la végétation, je cherche un renfoncement. Et lui, en attendant, il se rapproche de moi. J'entends sa respiration lourde, ses pas qui écrasent le gravier. Ici! Entre les longues lianes de lierre et les frondes de fougères, il y a un coin, sous le mur végétal, où je peux me dissimuler. Dos contre la roche humide, je fais corps avec la falaise. L'homme rouge arrive à mon niveau. Je le vois à travers le feuillage. Il s'arrête quelques instants, hume l'air, comme s'il cherchait mon odeur. Sa longue lame est teintée de mon sang. Tandis qu'il se tient prêt à me piéger, un insecte se glisse le long de ma nuque, se faufile dans mon col. Ne pas bouger. Ne pas bouger. Mais je ne peux réprimer un frisson. L'homme rouge tourne la tête dans ma direction. Il s'approche de la falaise. Il est à 3 mètres à peine, sur la gauche. Il passe sa main gantée doucement, avec une étrange délicatesse, le long du tapis de fougères, puis, d'un mouvement sec, enfonce sa lame à l'intérieur. J'entends le bruit de l'acier qui traverse les plantes et qui heurte la roche. Il la retire, avance d'un pas, et recommence, ne plus respirer. La lame perce le feuillage à moins de 2 mètres de moi. Puis-je encore tenter de m'extraire de ma cachette et m'enfuir? Non, il m'attraperait. À travers le feuillage, je distingue son bras qui frappe les parois rocheuses, pensant m'atteindre, et son masque monstrueux, les coutures rouges telles d'énormes cicatrices. Schlack! Le couteau entre en contact avec la pierre. Il le laisse glisser le long de la roche. Le crissement du métal est insupportable. La lame est à moins d'1 mètre de mon épaule. Il la retire, avance prudemment. Sa main caresse le tapis de lierre. Le prochain coup, il est pour moi. Mais un craquement de bois plus bas dans le canyon l'interrompt. Il se retourne brusquement, cherche l'origine du bruit. Un nouveau craquement. Il hurle et se met à courir jusqu'à disparaître dans la méandre du canyon. N'y tenant plus, je m'effondre au sol. Mon corps n'est que tremblement. J'aurais envie de rester là, de ne plus bouger, mais je dois continuer. Je me relève péniblement et m'enfuis dans l'autre sens. Courir à en perdre haleine, courir à en oublier la douleur, sans savoir ce qui m'attend. Et pire encore. J'ouvre les yeux. C'est la nuit. Je suis dans la cabane de Paul en sueur. Flash dort à mes pieds, étalé de tout son long, la langue pendante. Paul, assis à la table près du coin cuisine, a levé le nez du tas des journaux amoncelés devant lui. Ça va la môme? Juste un cauchemar. Paul se retient de me poser des questions et replonge dans sa lecture. Il est toujours en train de compulser les archives de l'Union Gazette. Il y a passé une bonne partie de la soirée. Une couverture sur les épaules, je me lève et vais m'asseoir à côté de lui.
Alors, vos recherches sur les disparus, ça donne quoi? Bah, pour l'instant, rien de bien concret. J'ai remonté les archives sur les 5 dernières années. Il y a quand même deux, trois choses qui m'intriguent. Lesquels? Étonnamment, les disparitions ont toujours lieu hors saison. C'est bizarre quand on y pense. On pourrait croire qu'il y aurait plus de disparus au moment de la forte affluence des touristes et des randonneurs en été, mais non, pas du tout. Certes, il y a une recrudescence d'accidents à cette période, des marcheurs qui se perdent, se blessent, mais pas de véritables disparitions. Autre chose, les victimes sont toutes des randonneurs qui voyagent seuls. Quand on se penche sur la question, les disparus ont quelque chose en commun. Ils sont souvent jeunes, un peu désocialisés, des routards sans attache, comme s'ils avaient été choisis. Enfin, dernier détail, et le plus étrange, on ne retrouve jamais rien d'eux. Ni sac, ni vêtements déchirés, rien. Ils se volatilisent purement et simplement. D'après vous, ce ne sont pas des accidents. C'est peut-être quelqu'un qui s'en prend à eux. Je sais pas. Faudrait que je continue à chercher. Je repense à ce que j'ai vu là-bas au cœur de la forêt, ce que faisait l'homme. Le corps qui est jeté dans la fosse, car j'en suis persuadée, c'était bel et bien un corps. Comment s'appelle la dernière disparue, Paul? Émilie Bennett. Je ferme les yeux. Je ne me sens pas bien. La forêt qui se referme sur moi, l'homme rouge à mes trousses, son cri, puis plus tard mon père, ce qu'il m'a fait. J'ai des images en moi, des images que je préférais oublier. Je crois que je sais comment te changer les idées, répond-il. Attends un instant. Paul sort sur le perron, revient avec 2 morceaux de bois. Il m'en tend un. Il va me chercher un couteau et la lame affûtée, ainsi qu'un gant abîmé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Sculpte quelque chose, ce que tu veux. Je ne sais pas sculpter, moi. Il faut bien se lancer, non? Et je te garantis que ça te videra la tête. Je soupire et tente de m'y mettre. Malgré le gant, je prends des écharpes dans le bout des doigts. Mon couteau rip sur le bois. Je manque de me couper. Essaie de sculpter vers l'extérieur. Là, comme ça. Observe les nervures du bois. Et pour creuser, utilise plutôt ce couteau croche. Facile à dire. Pendant que je me bats avec mon morceau de bois, Paul met de la musique sur son vieux tourne-disque. Du folk. Une mélodie qui pourrait avoir toujours existé, qui semble hors du temps. Flash, quant à lui, lève une oreille puis se rendort. Neil Young, c'est son bubem album, Harvest. Ce morceau s'appelle Old Man. Il me parle pas mal. Et surtout, il m'apaise quand ça ne va pas. On écoute le morceau en silence. Paul, j'ai une question au sujet de vos statuettes. C'est quoi cette collection au juste? Tu parles de mes instantanés? Eh bien, quand je vais en ville, je me promène ou je vais boire un coup à Blackstone. J'aime bien observer les gens. Parfois, certaines personnes me touchent, une démarche, un dos voûté, ou la manie qu'a cette môme de toujours triturer le rebord de sa casquette. Je le regarde et soupire. En fait, je trouve que nos corps en disent parfois beaucoup plus sur nous que nos paroles. Parmi les drôles de personnages qui trônent sur l'étagère au-dessus de son lit, il y a un vieux monsieur sur un banc, le dos arrondi comme une tortue. Une femme qui semble batailler contre son parapluie pris dans une bourrasque, et plein d'autres encore. Paul continue de parler tout en creusant son bout de bois. Chacune de ces statuettes représente un moment que j'ai saisi et enregistré dans ma tête, Poursuit-il, tout en faisant jouer la lame de son couteau. Un jour, j'ai commencé à les sculpter et je ne me suis plus jamais arrêté. Ce sont mes compagnons, ces petits bonhommes. Et puis, quand je travaille le bois, je ne pense à rien d'autre. Ça me fait du bien. Car en général, ça tourne toujours dans mon vieux crâne. Moi aussi, ça tourne beaucoup. Les morceaux de musique s'enchaînent, la nuit s'étire. Paul a raison, ça fait du bien. J'essaie de modeler un oiseau, mais
À trop creuser, je finis par lui briser les pattes et laisse échapper un juron. Bah, c'est pas grave, c'est déjà pas mal, Charlie. On voit bien que c'est un dauphin. Ne me charriez pas. On s'entraînera une autre fois. Allez, il se fait tard, tu devrais retourner te coucher. Je n'ai pas envie d'aller dormir. J'aimerais que ce moment dure encore un peu. Je repense à la photo accrochée près des étagères avec les vinyles, la seule dans tout le cabanon. Je l'ai regardée ce matin quand Paul n'était pas là. On le voit lui, plus jeune, avec un autre type, un grand maigre qui porte un énorme appareil photo autour du cou. Ils sont tous les deux rigolards, comme s'ils fêtaient quelque chose. Paul? C'est qui l'autre type sur la photo? Il s'appelait Phil. C'était un ami, mon seul ami en vérité. Un sacré photographe. Phil, tu vois, je l'ai un peu entraîné avec moi sur une mauvaise pente. Et j'en paie encore le prix. Vous avez fait des sales trucs par le passé, Paul? Je n'ai jamais tué personne, si c'est à quoi tu penses. Mais j'ai fait pas mal d'erreurs. Je crois que le monde s'en sort mieux sans moi. C'est pour ça que vous restez tout seul ici? Que vous n'avez pas de petite amie? Ouais, mais aussi parce que je suis pas exactement ce qu'on appelle un canon de beauté. Moi? Je pense que c'est surtout à cause de vos immondes chemises à carreaux. Comment ça? Elles sont très bien mes chemises. Je peux être franche? On dirait qu'elles sont teintes avec de la chiure de mouette. C'est pas possible de porter ça en 2011, Paul. Il se marre. J'aime bien quand il rigole. Il balance sa tête en arrière. Oh, Charlie, faut que je te dise. J'ai écouté la radio locale plus tôt, pendant que tu dormais. Ils ont lancé un avis de recherche sur toi. Ils passent des messages en boucle. Toute la ville est en train de s'agiter. Ah, possédé. Pardon. Un paquet de bénévoles va sillonner la forêt pour te retrouver. Ça va devenir compliqué de rester ici. Il serait peut-être temps que je te ramène à ton père ou je te rende aux autorités. Non, Paul, je vous en supplie. Je ne sais pas ce qu'ils feront de moi quand ils me retrouveront. Et je suis bien ici avec vous. Alors, faut que tu me parles, Charlie. Je peux t'aider, raconte-moi. Je fais non de la tête. Je suis impliquée depuis le moment où tu as franchi le seuil de ma porte, insiste-t-il. C'est trop tard. Il a raison. Il faut que ça sorte. Ou alors je vais devenir folle. Je vais chercher mon sac à dos et j'avais planqué en arrivant tout au fond du lit. J'en sors les polaroïdes et lui montre. Chapitre 15. Paul. 17 avril 2011. Alors que Charlie finit de me raconter ce qui s'est passé la nuit du 15 avril, j'essaie d'imaginer ce qu'elle a vécu à Groove Canyon. L'oiseau qu'elle a suivi pour le prendre en photo, puis ses silhouettes, un homme au visage dissimulé qui creusait un trou pour y déposer un sac, et cette course folle pour lui échapper. Étrangement, je l'ai sentie plus hésitante sur la fin de son récit. Ses mots s'embrouillaient, ses phrases ne se terminaient pas, ce qui me fait supposer qu'elle me cache encore des choses. Et je ne veux pas trop insister. C'est déjà assez dur pour elle de revivre tout ça. Je suis perdue. La môme a-t-elle tout inventé? Ça semble impossible. Il y a ces deux polaroïdes d'abord. Je les observe de nouveau. Aucun doute. On y voit distinctement une silhouette massive près d'un séquoia géant. Son histoire semble avérée. Il y a trop de détails, trop de sensations. Pourtant, c'est si fou. Je dois en avoir le cœur net. Demain, dès l'aube, j'irai vérifier. Dans l'attente, je dois m'assurer de sa sécurité. Faut que je te montre quelque chose, Charlie. Ma main droite s'aventure à tâtons sous mon lit, puis extrait un vieux pistolet. C'est en cas d'extrême nécessité. Si tu es en danger, sache qu'il est ici. C'est une antiquité, mais il fonctionne. 6 coups, pas un de plus. Vous savez vous servir d'une arme? C'est marrant. Je ne vous imaginais pas trop avec un flingue. Non, je tire terriblement mal. Je ne suis même pas foutu de toucher une boîte de conserve à 5 mètres de distance. Mais je préfère avoir cette arme chez moi. Une sorte d'assurance vie. J'ai appris à être méfiant sous le lit. Tu t'en souviendras? Dis-je en remettant le pistolet à sa place. Elle hoche la tête. Je me plaque ensuite contre la grosse armoire qui contient mes vêtements et me mets à la pousser. Le meuble glisse dans un lourd grincement et révèle une petite cache, pas très profonde, juste assez grande pour y entrer assis.
J'ai découvert ça quand j'ai emménagé. Je pense que l'ancien propriétaire faisait de la contrebande. Si jamais la police ou quiconque vient ici, tu te réfugieras là-dedans. Parce que vous pensez qu'ils vont venir? Si je pense qu'ils vont venir fouiller la baraque de celui dont tout le monde appelle l'étranger et qui terrorise les gamins du coin? Un peu, ouais. Au petit matin, je prends la route de Groove Canyon et me gare en bordure de forêt, pelle à la main et appareil photo à l'épaule. Les panneaux couverts de mousse indiquent le chemin. Une part de moi est terrifiée. Et si en arrivant là-bas, je tombais nez à nez avec ce mystérieux homme rouge? Après avoir marché une vingtaine de minutes, le canyon végétal apparaît. Flash me précède en reniflant à droite, à gauche. Je suis déjà venu ici, mais jamais aussitôt. La lumière matinale encore douce n'éclaire pas à l'intérieur du gouffre. Je réprime un frisson et me lance dans les ténèbres. En descendant, je n'y vois pas grand-chose et mes chaussures sont rapidement trempées. Tant bien que mal, je tente d'éviter les filets d'eau qui serpentent au sol, les troncs qui obstruent le passage. Le chemin est long et pénible. Tout en progressant parmi les ombres, je cherche le séquoia géant qui devrait se trouver sur le côté droit du canyon. Au bout de 10 minutes, tandis que je m'enfonce toujours plus profondément dans la gorge silencieuse, je l'aperçois enfin, dépassant de la canopée. Un sentier boueux remonte vers le haut. Il doit être emprunté par les animaux du coin. Je grimpe péniblement, m'accrochant aux tiges et aux racines, manque de glisser dans la terre humide, mais ne lâche pas. Arrivé avant moi, Flash m'observe ramper et pester avec son indifférence coutumière. Le séquoia à feuilles d'if se dresse, tel un immense monolithe, devant mes yeux. Le tronc s'étire à plus de 50 mètres de hauteur et son diamètre doit avoisiner les 4 mètres. Ses racines ancrées profondément dans la terre s'étalent voraces. L'arbre siège ainsi, fier et imperturbable, seigneur séculaire de la forêt. En approchant, je comprends mieux ce que voulait dire Charlie. L'écorce est crevassée et teintée d'un rouge orangé. Non loin de l'arbre, je remarque un long monticule de terre, partiellement couvert de feuilles et de branchages. La terre a l'air d'avoir été récemment retournée. Un bruissement de vent dans les feuilles du séquoia. Puis, le silence. Je suis seule. En tout cas, je l'espère. Je retire les branches au sol et commence à creuser. Flash s'allonge à mes côtés. Il n'a pas l'air inquiet, le moins du monde. Ça me rassure un peu de le savoir là, avec moi. Je suis à grosses gouttes, mais continue à pelleter. La terre est meuble, heureusement. Je m'efforce de chasser mes pensées et de me focaliser sur cette pelle qui s'enfonce toujours plus profondément. Sinon, je détalerai ici en 4e vitesse. Au bout d'une longueur, alors que je suis ensevelie dans la terre jusqu'à la taille, que des odeurs d'humus me bouffent les narines, ma pelle bute contre quelque chose. Plus précautionneusement, je retire les dernières pelletées de terre. Un buste apparaît. Une femme nue à la peau grise. De la pointe de la pelle, je pousse la terre vers le haut de la tombe. Un visage livide se dessine. Ses cheveux sont entremêlés sur le front, ses globes oculaires étrangement écarquillés, comme si la mort l'avait saisi dans un instant de terreur intense. Sa bouche est pleine de terre, et il y a cette odeur de putréfaction qui me saisit. Je ferme les yeux quelques secondes. Tu dois regarder, Paul. Faire face. Je détaille mieux le corps. C'est une jeune femme dans la vingtaine. Certainement la dernière disparue, Emily Bennett. Elle a une plaie le long du cou. Tandis que je l'effleure avec la pelle, des petits asticots blancs s'échappent de sa gorge. J'en ai le haut le cœur. Une énorme entaille traverse sa glotte et a été égorgée. Je suis dégoûtée. C'en est trop. Il faut que je sorte de cette tombe. Je me hisse en haut du trou. C'est là que je les repère. Il y a d'autres tumulus à côté du premier. Ils ont beau être couverts par la végétation, la lumière matinale permet de nettement distinguer les boursouflures du sol. J'en compte 4 autres. C'est un charnier. Un putain de charnier. Je plaque mes mains contre le tronc et tente de reprendre mon souffle. Quelque chose attire mon attention. Sur un morceau d'écorce, un étrange motif
a été gravé. On dirait un arbre avec 4 branches qui s'étirent vers le haut. Ses ramifications ressemblent à des mains et ses 4 racines sont tordues. Il y a aussi quelques symboles étranges, une écriture que je ne reconnais pas. J'attrape mon appareil photo et prends une salve de clichés. Les symboles, les tertres et le corps d'Émilie dans ce trou froid et humide. Le visage de la jeune femme s'imprime sur ma rétine. Quelles horreurs ont été commises dans cette forêt! Chapitre 16. Lorraine. 17 avril 2011. Jerry a refusé que j'interroge William Sanders et l'a relâché. Ça me rend dingue. Bah, sa fille vient de disparaître, Lorraine, m'a-t-il rétorqué. William est sous le choc. Une fois qu'on l'aura retrouvé, on verra pour l'interroger. Pour l'instant, mettre la main sur Charlie est notre priorité. Et toi, il faut que tu te reposes. Tu es trop à cran. À cran? Évidemment que je suis à cran, Jerry. 2 personnes ont disparu en quelques jours à peine. Bon sang. William Sanders est notre seul lien avec Emily Bennett. C'est le dernier à lui avoir parlé avant qu'elle ne se volatilise. Même si j'enrage, le pire, c'est qu'au fond, je comprends le shérif. C'est absolument insupportable de se dire que Charlie Sanders, une gamine de 13 ans, s'est volatilisée. Depuis plus de 3 heures maintenant, je supervise une battue à l'est de Redwoods avec une trentaine de bénévoles. Ça fait des années que nous n'avons pas eu autant de monde. À peine avons-nous annoncé qu'une fille de la région manquait à l'appel, que des dizaines d'habitants ont afflué au bureau du shérif. Plus d'une centaine se sont portés volontaires. C'est comme si toute la ville, en quelques heures, s'était mobilisée. Ce matin, en prenant le volant, j'ai croisé un véritable balai de voitures qui partaient dans tous les sens. Certains se mettent même à chercher de leur propre chef et en dépit de nos préconisations, dans certains endroits reculés de la forêt. On ne touche pas aux habitants de Redwoods, a-t-on l'habitude d'entendre par ici. Moi, la première, je veux retrouver Charlie. Je connais bien cette gamine. Je la croise souvent seule en bordure de forêt, revenant à pied de l'école. Il y a quelque chose en elle, une certaine mélancolie, une sensibilité à fleur de peau qui me touche particulièrement. Charlie est une jeune fille un peu brisée qui s'accroche comme elle peut à la vie. Sa mère, décédée des suites d'un long cancer, son père qui l'élève à la dure, mais tout de même. En voyant tous ces bénévoles, je ne peux m'empêcher de repenser avec amertume à tous les autres disparus qui, eux, n'ont jamais eu cette chance. Celles et ceux que j'ai cherchés sans relâche, parfois seuls, à travers les bois, jour après jour. Si seulement j'avais eu autant de monde, autant de mains tendues. Mes yeux n'étaient pas du coin, et ça a suffi pour que l'on détourne le regard. La forêt s'obscurcit minute après minute. Une volée d'oiseaux rase la cime des arbres et dessine des lignes noires dans le ciel charbonneux. Le vent se met à souffler. Un orage se prépare. Je donne un coup de sifflet. Il faut retourner au parking. Pas question de faire courir un risque à qui que ce soit de mon équipe. Une mauvaise drage peut rapidement rendre les sentiers impraticables et dangereux. Les bénévoles m'obéissent sans broncher, pressent le pas et me laissent fermer la marche. Et tandis que je les suis, je me sens prise de vertige et ferme les yeux quelques instants. Les images me reviennent. Ce soir de 2008, ce moment où je suis arrivée devant son appartement, au son des sirènes et gyrophares allumés. J'essayais de me frayer un chemin parmi la foule de curieux. Jerry et John se sont précipités à ma rencontre. Ils m'ont attrapé par la taille et m'ont empêché d'avancer vers l'entrée de l'immeuble. Non, je chasse cette pensée de ma tête. Ça doit être la fatigue. Depuis combien de temps n'ai-je pas eu une bonne nuit de sommeil? Je reprends péniblement ma marche jusqu'au parking. Les bénévoles me saluent tandis que je rejoins mon véhicule. Ils ont l'air désolés. Ça ne les empêchera pas de reprendre leur cours de leur vie. Moi, je ne peux pas faire ça. Mon échec me suit partout, où que j'aille. J'ai encore quelque chose à vérifier avant qu'il ne se mette à trop pleuvoir et que les traces récentes ne s'effacent. Et même si Jerry n'est pas d'accord, je m'en moque. On frappe à la vitre de ma voiture, je sursaute. C'est Jacob, le clochard du coin. Il manquait plus que lui. Un ermite qui vit en plein cœur de la forêt, dans son cabanon minuscule, et passe le plus clair de son temps, une bouteille d'alcool à la main, à faire la manche devant la supérette Safeway, en marmonnant dans sa barbe. Un brave gars paumé, mais pas bien dangereux. On ne sait pas vraiment d'où il vient. C'est un vagabond qui, il y a des années, a posé ses valises ici et n'est jamais reparti.
La forêt a toujours attiré les illuminés. L'homme cogne de nouveau, me regarde avec ses yeux écarquillés. Lorraine, je l'ai vu, je l'ai vu, moi, je l'ai bien vu, si, bien entendu. De quoi parles-tu, Jacob? Mais le marbre, là, c'est lui qui l'a prise. Le marbre, c'est lui. Il y avait des cornes sur la tête, des cornes noires qui s'enroulaient. Il riait. Le pauvre est en plein délire. L'agitation du moment a dû le mettre dans cet état. Tout va bien, Jacob. Nous nous occupons de tout. Il n'y a pas d'homme arbre. Tu ne cours aucun danger. Rentre chez toi maintenant. Mais il m'a déjà dit ça, mais ils se trompent tous. Jacob s'éloigne en soliloquant. Une vingtaine de minutes plus tard, je me gare non loin de la maison de William Sanders. Il n'est pas là. Il participe à une battue dans le nord-ouest de la forêt, vers Crystal Lake, avec Jerry, John, Howard et bien d'autres. Les premières gouttes de pluie épaisse commencent à tomber. Déjà les feuilles des arbustes ploient sous l'averse qui s'annonce abondante. Il faut faire vite. Le jardin de William Sanders, laissé à l'abandon, est délimité par une palissade blanche. Tout autour, en sous-bois. Sous la pluie qui s'intensifie, je pénètre à la recherche d'indices. Mon téléphone sonne. C'est Jerry qui vient certainement aux nouvelles, mais je ne réponds pas. Le long de la clôture, sur une planche de bois blanc, il y a un résidu de boue. Quelqu'un a sauté par-dessus en laissant une trace. Je fais attention où je mets les pieds et reviens en arrière, vers la forêt. Les marques de pas commencent déjà à s'estomper, mais aucun doute, ce sont bien des empreintes de chaussures, du 36 ou du 37 à vue d'œil. Des baskets d'ado. Charlie est passé par là. Je sors mon téléphone et prends des photos. En quelques secondes, mon écran est trempé. Mais qu'importe. Un élément m'intrigue. Les empreintes ne vont pas dans la direction de la maison, mais semblent au contraire s'en éloigner. La foulée est longue. Charlie courait. Ici, des marques plus profondes dans la terre, comme un arc de cercle. La gamine a dû trébucher sur une racine et tomber. Pourquoi une telle hâte? Elle s'est effondrée, semble-t-il, dans ce bosquet de symphorines dont les feuilles sont constellées de taches noires. C'est sec en surface et un peu poisseux. Du sang. Charlie était-elle blessée? Mon ciré est lourd de pluie, l'eau dégouline le long de mon front, des mèches de cheveux se collent à mes joues. Je tente de m'essuyer le visage, la piste rejoint le petit ruisseau de Freshwater. Mais avec la pluie, qui tombe sans discontinuer, elle est de plus en plus difficile à repérer. Je crie à tout hasard le prénom de la gamine. Le martèlement de l'eau couvre ma voix. Les questions se bousculent dans mon esprit. Pourquoi Charlie a-t-elle fugué? Et pourquoi Sanders ne nous en a pas parlé? Je reviens vers la bâtisse, à la peinture écaillée, et me faufile entre les détritus et débris qui jonchent le sol. Je détaille le perron, jette un coup d'œil par la fenêtre. La maison des Sanders a la même configuration que toutes celles du coin. Les pièces de vie au rez-de-chaussée, les chambres à l'étage. Une lucarne en hauteur est encore ouverte, malgré la fraîcheur de ces derniers jours. J'essaie de lever les yeux, la main en visière, mais la pluie me gêne. Des posters de groupes de musique apparaissent par intermittence entre le jeu des rideaux roses. C'est la chambre de Charlie. Sur le toit, des marques de semelles sur les tuiles grises résistent au passage de l'eau. L'ado se serait-elle enfui en sautant par la fenêtre, puis en se laissant glisser le long du toit pour ensuite sauter à terre? Je fouille le sol du regard. 2 empreintes de semelles profondes et des marques de main confirment mon pressentiment. Mais pourquoi fuir alors qu'elle était a priori blessée? William Sanders nous a menti. Je reviens jusqu'à ma voiture et rejoins aussi vite que possible l'équipe de Jerry. De retour à leur battue, ils sont en train d'arriver sur le parking. Certains se mettent déjà à l'abri dans leur véhicule. William Sanders est là, assis sur le haillon de sa voiture, protégé par le coffre ouvert, une thermos à la main. Howard est en train de lui servir un café fumant. Hors de contrôle, je me rue sur Sanders et l'attrape par le col. « William, pourquoi tu m'as menti ?» Tandis qu'il me regarde d'un air interloqué, Howard s'interpose bientôt, rejoint par le shérif. « Mais Lorraine, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ?» « Je suis allée vérifier chez lui, Jerry, et j'ai trouvé des traces
Charlie a pris la fuite en sautant du toit et elle était blessée. William nous ment. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a des marques nettes, j'ai pris des photos. Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Écoute-moi, bon sang, la petite est rentrée chez elle avant de prendre la fuite. Quelque chose lui faisait peur, Sanders sait pourquoi, j'en suis certaine. Mais William est désespéré. Il ferait tout pour retrouver sa fille, comme nous tous. John, mon mari, s'approche à son tour. Calme-toi, Lorraine. Je les repousse et me retrouve sous la pluie. Je ne parle plus, je crie. Mais laissez-moi! Je vous dis que William ment. On perd notre temps là à faire des battues dans le vide. Il sait des choses sur Émilie. Il sait peut-être même où se trouve sa gamine. Jerry m'attrape par les épaules. Il se retourne vers William, qui semble complètement perdu. Je sens le regard des autres habitants sur moi. Lorraine est en train de craquer. Fallait bien que ça arrive. Doivent-ils se dire à mon sujet? Mais qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que c'est tout le monde est sourd dans cette putain de ville? William, dis-leur que je me trompe pas. Jerry m'éloigne et me force à m'asseoir à l'arrière de son pick-up. Puis il me prend par le menton avec délicatesse pour que je le regarde. Lorraine, il faut que tu rentres chez toi et que tu te reposes. Tu es à bout, là. William est aussi désemparé que nous. Sa gamine a disparu, merde! Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Qu'importe qu'elle ait fuyé ou non, l'accuser comme ça devant tout le monde, avec ce qu'il traverse. On ne peut pas faire ça. Tu connais William, comme nous tous. Tu sais bien qu'il ne ferait jamais de mal à sa fille. Tu dérailles, là. Il faut fouiller la chambre de la gamine Jerry. Elle a peut-être laissé quelque chose derrière elle, un mot, un indice. Je te promets que je vais aller y faire un tour avec Owen. D'abord, on doit suivre une autre piste. De ton côté, il faut que tu rentres chez toi, et tout de suite. Le shérif se retourne et appelle mon mari. John, ramène-la à la maison. John m'attrape par la taille et me force à m'éloigner. Je me laisse faire. Je suis vidée. On ne retrouvera ni Charlie ni Emily. Et tout ça à cause de vous. Parce que personne ne veut m'écouter dans cette ville. On ne les retrouvera jamais. Chapitre 17. Paul. 18 avril 2011. Je sais pas quoi faire. Je suis tiraillée. Dès que je me convainc de remettre Charlie aux autorités et de leur parler de ce que j'ai trouvé à Groove Canyon, la seconde suivante, je pense aux conséquences que cela engendrerait. Les interrogatoires, leurs suspicions, et le risque qu'ils m'accusent moi d'avoir enterré ces corps. Je suis paumée. Je n'ose même pas faire des recherches sur les symboles que j'ai vus sur le séquoia, de peur de m'exposer. Charlie s'en rend bien compte. Elle m'a reproché à l'instant de ne pas encore avoir prévenu le shérif au sujet du charnier. Les yeux emplis de larmes, elle m'a répété qu'on ne pouvait pas laisser le corps d'Emily Bennett là-bas, et qu'il fallait agir, que c'était notre responsabilité. Je me suis énervée, lui ai dit qu'une môme de 13 ans n'avait pas de leçon à me donner, et que nous n'en serions pas là si elle n'avait pas été aussi curieuse. Que tout ça, c'était de sa faute. Au moment même où je prononçais ces paroles, je les regrettais déjà. Sans un mot, Charlie est sorti en claquant la porte derrière elle. Ouais, c'est ça. Et fiche le camp, parce que tu crois que c'est facile. Et merde, c'est ma maison, ma vie. Pour me changer les idées, j'essaie de sculpter une figurine, mais je n'y parviens pas. Et balance le morceau de bois à travers la pièce. Je repense à Groove Canyon avant de quitter les lieux. La veille, j'ai pris le temps de recouvrir tant bien que mal la dépouille d'Emily Bennett de quelques pelletées de terre, de tiges, de fougères. Mais rien qu'à l'idée que des charognards découvrent la jeune femme, qu'ils reniflent son tombeau et se mettent à creuser, leurs griffes grattant encore et encore, ça me rend malade. Je plante mon couteau dans la table et me redresse. À l'arrière de la maison, Charlie lance des bois à flash en espérant qu'il aille les chercher, mais celui-ci reste immobile, l'air circonspect, comme à l'accoutumée. Un bruit de moteur qui s'arrête, non loin de là. Je me rue vers la fenêtre. Merde! Un véhicule de police vient de se garer devant le portail. Il n'y a aucune autre habitation à des centaines de mètres à la ronde. S'ils sont ici, c'est pour moi. J'appelle Charlie et me rue vers l'armoire, pousse le meuble qui grince.
Que se passe-t-il? La police, Charlie. Ils arrivent. Il faut que tu te caches. La main s'y glisse, je lui tends son sac. Si jamais je me fais embarquer, il y a une poignée à l'intérieur pour que tu puisses ouvrir de derrière. Je ne laisse pas répondre et repositionne l'armoire au bon endroit. Son visage inquiet disparaît. Le shérif Jerry Mackenzie et son jeune adjoint Owen sont déjà en train de progresser dans l'allée. Je fais un rapide tour de la cabane et vérifie que Charlie n'a pas laissé traîner ses affaires et planque tout en vitesse sous le lit. Réfléchis, Paul. Reste-t-il encore quelque chose? Il frappe à la porte. Là, le carton contenant les articles sur les disparus. Je m'en saisis, le dissimule sous une pile de linge. Je souffle à grands coups et ouvre la porte. Bonjour, monsieur Green. On a failli s'impatienter. On vous dérange, peut-être. Bonjour, shérif. Vous savez, ma villa est grande. J'étais à l'autre bout, dans le Paul House, le temps d'arriver. Il ne sourit pas. Ça commence bien. On peut vous déranger quelques minutes, monsieur Green. Par réflexe, ils essuient leurs chaussures sur le paillasson et entrent. Vous êtes au courant qu'il y a eu 2 disparitions ces derniers jours. Une randonneuse et la petite Charlie Sanders, une gamine du coin. Lance Mackenzie, après avoir inspecté l'intérieur du cabanon. Évidemment. J'espère que l'enquête avance bien, shérif. On fait le tour des habitants de la forêt pour recueillir les informations. Vous connaissez la gamine? De vue. Elle a dû s'amuser à se faire peur avec d'autres gamins, en venant jusque chez moi. Ou 1 ou 2 fois. On raconte que vous aimez bien terroriser les gamins de Redwoods. Pour être honnête, ce sont plutôt eux qui aiment venir m'emmerder. Moi, je n'ai rien demandé à personne, shérif. Il s'approche de moi. Ils ont raison d'avoir peur de vous, Green. Vous trouvez que j'ai l'air terrifiant? Le shérif me détaille. J'ai connu des monstres qui avaient des gueules d'ange. On ne sait jamais ce que cachent les gens, ce dont ils sont capables. Vous savez comment on vous appelle dans la région? L'étranger, oui. Il me dévisage un silence. Ses yeux bleus acier se plissent. On est dans un pays libre, hein, reprend-il. Mais vous voyez, à Redwoods, on n'aime pas trop les gens qui débarquent comme vous, en sortant nulle part. Il faut nous comprendre. On ne sait rien de votre vie d'avant. Vous arrivez avec vos secrets, vos mensonges, vos problèmes. Alors que nous, les natifs, on peut se faire confiance. On se connaît depuis toujours. Je ne vais pas vous le cacher, shérif. J'ai eu une vie un peu agitée. Et si je suis venu à Redwoods, c'est justement pour trouver un peu de calme et de sérénité. C'est ce qu'on préfère aussi dans la région. Il semble enfin se détendre un peu. Si on est là, c'est qu'il paraît que vous avez été farfouillé chez Alvin, le journaliste de l'Union Gazette. Les nouvelles vont vite. Et du coup, vous savez aussi ce que j'ai mangé ce matin? Putain, ça me reprend malgré moi. Ce côté grande gueule qui m'a valu tant d'emmerde. Jouez pas trop au malin avec moi, Green. Pourquoi vous intéressez-vous aux disparus? En 5 ans, on ne vous a jamais vu causer, et soudain, vous faites le tour de la ville avec vos questions. Vous savez ce qu'on dit? Chasser le naturel, il vous revient en pleine gueule. J'étais journaliste avant. J'ai toujours été curieux. Journaliste? Voyez-vous ça? Mieux vaut ne pas me demander ce que je pense des journalistes. Mackenzie fait claquer sa langue contre son palais. Puisque vous n'avez rien à cacher, on peut jeter un œil chez vous? J'opine. Pendant qu'Owen inspecte l'autre côté du cabanon, Mackenzie part sur la gauche et passe en revue le contenu des étagères, mes vinyles. Il soulève les draps du lit, du bout des doigts, l'air dégoûté. Il longe l'armoire, l'ouvre, je retiens ma respiration. Charlie est là, juste derrière. Est-ce que je dois tout lui avouer maintenant, avant qu'il ne la trouve? Lui expliquer que je voulais seulement aider la gamine? Que je ne sais pas comment ce corps est arrivé là-bas dans la forêt? Je ne sais pas quoi faire. Le shérif repousse les cintres couverts de mes vêtements sur les côtés et passe sa main dans la paroi intérieure du meuble. Je joins mes mains et serre mes doigts à m'en faire mal. À cet instant,
Flash se lève de son tapis et commence à renifler avec insistance l'entrejambe du shérif. Mackenzie referme l'armoire et repousse gentiment le chien. Intérieurement, je bénis l'animal et me promets de lui offrir une récompense. Il a une drôle de tronche, votre clébard, Green. Qui se ressemble s'assemble, shérif. Après un claquement de langue, il reprend ses recherches. Chef, j'ai trouvé ça l'interpelle Owen. Le jeune homme montre le carton sur les disparus. Il ne manquait plus que ça. Mackenzie le rejoint en détaillant le contenu. Ce ne sont pas juste des recherches, Green. C'est une vraie enquête que vous faites là. Vous ne comptez pas nous pondre un article sur cette histoire, j'espère. Non, je suis à la retraite, ne vous en faites pas. Je m'occupe, c'est tout. Owen, tu m'embarques ça. Le shérif se dirige vers la sortie quand il est attiré par ma collection de personnages en bois au-dessus du lit. Tiens, vous êtes artiste en plus. Au même moment, je repère du coin de l'œil mon chien qui renifle le long de l'armoire. Il commence à gratter le bois avec ses griffes. Con de chien. Il cherche la môme. Il va la faire repérer. Une idée vite, je me demande. Shérif. Ça vous dérange si je donne à manger à mon chien? Pasteur, si. Allez-y. Après tout, vous êtes chez vous. J'attrape son écuelle et la remplis d'une boîte de raviolis froide. Flash relève sa truffe et délaisse la cache. Dieu merci. Mackenzie attrape une petite figurine. Dites-moi, Green, cette sculpture, ce ne serait pas moi? Bien vu. C'était il y a 2 ou 3 ans. Ce jour-là, il y avait eu un accrochage entre 2 voitures alors que je revenais du pub. Rien de grave, aucun blessé, mais le shérif avait bloqué la circulation. J'avais été amusé par son attitude à rouler des mécaniques, en faisant de grands gestes pour faire passer les voitures au pas. Je l'avais croqué. Ensuite, avec ses cheveux plaqués en arrière, sa barbe épaisse, sa fameuse veste doublée, son bide qui débordait de la ceinture, en train de pointer quelque chose du doigt, tout en parlant dans un talkie-walkie. C'est vrai que vu comme ça, avec sa posture conquérante, sa figurine lui donnait un air franchement ridicule. Elle ne vous plaît pas? Elle n'est pas assez ressemblante? Je sais, j'ai un peu raté le talkie-walkie et... Vous trouvez ça drôle? Vous aimez bien vous foutre de ma gueule? Pardon. Vous aimez bien vous foutre de la gueule du monde? Mackenzie me plaque contre le mur. De sa main libre, il envoie un coup de poing dans l'étagère et fait valdinguer mes sculptures au sol. 2 ou 3 se brisent. Avec sa main droite, le shérif me serre le col. Depuis que vous êtes arrivé chez nous, je ne vous sens pas, Green. Vous croyez que je plaisante? Qu'on est des guignols, des ploucs? C'est ça que vous pensez de nous? Mais bordel, il y a une gamine dans la nature en ce moment. Si vous savez quelque chose sur la petite Sanders, c'est le moment de le dire. Car la prochaine fois, je ne serai pas aussi calme. J'ai du mal à déglutir. Il serre encore plus fort. Excusez mon attitude, shérif, je sais que tout le monde est tendu avec les disparitions. Je ne prends pas ça à la légère, je vous le jure. Je vais essayer d'aider dans mes recherches. L'homme semble reprendre ses esprits et me relâche. Je desserre mon col. Bon sang, un peu plus si j'étouffais. Le shérif se passe une main dans la barbe. Il a l'air un peu déphasé. Il ramasse les quelques figurines qu'il a envoyées valser et me les tend. Je suis désolé de m'être emporté, Green. On est tous à cran en ce moment. Moi, comme toute la ville. Si on apprend que quelqu'un a fait du mal à la petite Sanders, ça ne sera pas beau à voir. Je ne pourrai pas retenir les habitants. Je crois bien que je n'essaierai même pas. La colère monte dehors, et ça finit toujours mal. Les 2 policiers quittent enfin ma cabane. Je m'adosse contre la porte après l'avoir fermée. Cette histoire va trop loin. J'ai eu beau faire le malin devant Mackenzie, je suis terrorisée. Je cache une gamine chez moi. Dans mon appareil photo, j'ai les clichés d'un cadavre. Et si les gens de Redwoods l'apprenaient? Et si quelqu'un mettait la main dessus? Faudrait que je recommence ma vie ailleurs. Que je reprenne tout à zéro, encore une fois. Pas question de mettre mon existence en péril juste pour cette môme que je connais à peine. Je m'assure que la voiture de police a bien quitté les lieux, puis je vais pousser l'armoire pour libérer Charlie. Tu peux pas rester ici, Charlie, me dis-je en l'aidant à se relever.
Toute la ville te cherche. Le shérif et ses hommes reviendront. Je ne peux plus te protéger. Je suis désolée. Demain, on te ramène aux autorités. Elle ouvre la bouche. Je ne la laisse pas parler. Il n'y a pas de mais, pas de négociation. Ma décision est prise. C'est comme ça. Point final. Je ne peux pas lui dire que j'étais à 2 doigts de la balancer aux flics. En ce moment même, je crève de peur. Parce que je me mets en danger. Et surtout, parce que je ne veux pas m'impliquer davantage. Je ne veux pas savoir ce qu'on a fait à Emily Bennett, ni ce qu'il y a au fond de la terre sous ces autres monticules. Je ne veux pas savoir ce que cache cette maudite ville. Je vous remercie à tous pour votre passage. Je vous souhaite une excellente après-midi, puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous, bisous.